7 juin 2024. Des milliers de joueurs se préparent à vivre l'une des plus incroyables expériences que Destiny 2 a à offrir, la découverte du nouveau raid. Mais d'ailleurs, c'est quoi un raid? Pour faire très simple, c'est une activité généralement composée de 4 étapes, mêlant puzzle et boss. Le tout avec une équipe de 6 joueurs qui doivent coopérer. Chaque raid est unique, avec ses propres défis et stratégies, et nécessite une communication parfaite et une synchronisation entre tous les membres de l'équipe. Ce sont des moments de tension et de joie. C'est sans conteste l'une de mes activités préférées, tous jeux confondus. Et l'aspect coopération et difficulté renforce encore plus le sentiment d'accomplissement. J'adore ces moments où, après de longues heures à réfléchir, la solution d'un puzzle est enfin trouvée. J'adore affronter un boss, me faire écraser puis finalement parvenir à le vaincre. Timothée. Oh, il est si lent. Oh, la dinguerie. Destiny 2 est un MMO FPS qui fonctionne sous la forme de Game as a Service. Le jeu est gratuit mais comporte plusieurs extensions payantes. Bungie, le studio derrière le jeu, développe environ une extension par an et accompagne chacune d'entre elles par un raid. Environ un raid par an. C'est peu. Vous savez comment on appelle ce genre de choses qui se produit rarement? Un événement. Et vous savez comment rendre un événement encore plus attractif? La compétition. C'est ainsi qu'est apparu le terme World First sur le jeu. Comprendre, analyser, s'adapter et terminer le raid en premier. Récompense, le prestige et la reconnaissance de toute la communauté, mais surtout une ceinture du raid unique tirée à seulement 6 exemplaires, accompagnée de remerciements spéciaux des développeurs eux-mêmes. Cependant, Bungie a décidé d'encore plus pimenter la compétition grâce au Contest Mode. Les 48 premières heures après le lancement du raid, les joueurs tapent moins fort et prennent beaucoup plus de dégâts. Conséquence, la course devient encore plus difficile. La conquête du World First est ainsi devenue un événement majeur dans la communauté. L'arrivée d'un raid est donc toujours très attendue et médiatisée. Mais alors, qu'est-ce qui rend le raid dont je vais vous parler encore plus spécial? Pour le comprendre, il faut que je vous donne un peu plus de contexte. Je vous propose donc de retourner quelques années en arrière. 22 février 2022, sortie de la Reine Sorcière. Énorme claque pour les joueurs. Le DLC est très bon, excellent même. Il est automatiquement intégré dans le top 3 des meilleurs DLC de la franchise. Le raid associé est quant à lui la cerise couronnant le gâteau. Bungie semble avoir compris la recette magique pour enchanter les joueurs. 28 février 2023, sortie d'Eclipse. Énorme douche froide pour la communauté. Le DLC était très attendu, mais il est très mal reçu. Tous les éléments étaient pourtant là pour former un DLC encore meilleur que le précédent. Les enjeux de l'histoire n'avaient jamais été si grands. On sent qu'ils ont manqué de temps. Les joueurs ont l'impression que c'est un DLC improvisé. Une lueur d'espoir persiste. Le raid. Mais là encore, les développeurs ont raté le coche. Le raid est considéré comme étant beaucoup trop facile et bien trop court. Il a un taux de complétion de 25,391%. C'est supérieur au taux des 5 derniers raids réunis. Imaginez-vous la déception de la communauté. Une présentation a lieu en août 2023. L'objectif est de présenter le prochain DLC, la forme finale. Et honnêtement, à la fin de la présentation, je me suis dit « Attends, c'est tout ?» Le trailer n'est pas convaincant. Le studio reste très évasif, ce qui ne rassure pas du tout la communauté. De plus, ils annoncent que le raid sera la conclusion de la campagne. Et dans une époque où tout est fait pour rendre les jeux plus simples et accessibles, on peut réellement se demander si la qualité du raid sera impactée par ce choix. À peine quelques mois plus tard, une mauvaise nouvelle frappe les joueurs. Bungie licencie une centaine d'employés à cause des mauvais chiffres obtenus. Beaucoup de témoignages apparaissent sur internet, rapportant l'ambiance très tendue du studio. Et en plus de tout ça, le DLC est reporté de plus de 3 mois. C'est super long pour un jeu service comme Destiny. Bungie est face à un mur. Le prochain DLC doit être bon. Non, juste bon ne suffira pas. Il doit être excellent, sinon cela risque potentiellement d'être la fin pour ce studio. Non, moi, ce que je vous ai caché pour le moment, c'est qu'une des plus grandes forces de Bungie est justement l'adversité. C'est à ces moments-là que le studio parvient toujours à se surpasser. 4 juin 2024, sortie de la forme finale. Annoncée comme étant la conclusion de la saga de la lutte entre la lumière et les ténèbres qui a commencé en 2014. Il y a donc 10 ans. Les joueurs le savent,
c'est probablement le dernier DLC de Destiny 2. Et le pari de Bungie a payé. Excellent accueil du DLC. Environnement sublime, ajouts géniaux. Mais les joueurs n'ont pas réellement le temps de profiter de la vue. Seulement 3 jours après la sortie du DLC, le raid sera dévoilé. Juste 3 petits jours, bien maigres comparés aux 10 jours habituels de préparation. Pour résumer, le studio sort d'une situation critique, et nous avons affaire au dernier DLC qui a en plus pour but de conclure un énorme point de l'histoire. Le raid doit donc essayer de parfaire le tout. Vendredi 7 juin 2024. Bungie a pour habitude de poster un trailer de raid juste avant la sortie de ce dernier, et le raid de la forme finale comptabilise plus de 3 millions de vues. C'est bien plus que les autres. Encore une preuve de l'enthousiasme général. Le nom du raid ? Orée du salut. Un seul objectif, faites l'ascension du monolithe du témoin et stopper la forme finale. Grossièrement, libérer la lumière et sauver le monde. Les joueurs vont enfin pouvoir affronter l'ennemi qui tire les ficelles dans l'ombre des plus grandes catastrophes de l'univers. Le grand favori de la course, c'est lui, Saltagreppo. Il a réalisé des défis extrêmement difficiles comme par exemple battre des boss de raid en solo, ou même carrément faire un raid en solo sans mourir. Ah oui, c'est aussi celui qui a le plus de World First avec un total de 4. Quand il ne finit pas premier à raid, il n'est tout de même généralement pas loin du podium. Still here, struggling against the cosmic tides, compared to which you are so small. We sought an end to suffering, the tyranny of a universe that doesn't feel. The audacity of that frightens you. So confused. To find meaning in this pain. On y est, les choses sérieuses peuvent commencer. Je n'ai pas précisé, mais un des principes de raid est que rien n'est expliqué. Bungie pousse les joueurs à chercher des solutions par eux-mêmes. Tout repose sur l'intelligence et l'adaptation. J'adore cette sensation d'être livré à soi-même et ce travail d'enquêteur. Devant nous, un amas de salles interconnectées avec des poteries et autres hiéroglyphes. Est-ce que ces symboles signifient quelque chose? Bonne question. Chose plutôt marquante, chaque salle comporte une plaque qui est connectée par un câble encastré dans le sol ou dans le mur aux plaques des salles adjacentes. On peut aussi dénoter la présence d'espèces de totems à proximité des plaques. On démarre l'étape en déposant la résonance pyramidale dans le coffre de la salle centrale. Chose assez frappante, c'est déjà la présence d'un timer. C'est la première fois qu'en raid, il y a un tel timer, mais pas besoin d'être un devin pour comprendre qu'un timer avec un logo bien rouge à côté n'envisage rien de très rassurant. On a donc 4 minutes pour chercher ce qu'il faut faire. Toutes les salles se retrouvent verrouillées, à part pour 2 choisies aléatoirement. Dans ces dernières, une pléthore de mobs et un angélique qui, une fois éliminé, ouvre la voie vers une salle connexe. Après un bon ménage, la salle centrale se voit de nouveau accessible, avec en son centre un tourmenteur. Il est grand, intimidant, et peut littéralement absorber la force vitale des gens. Une fois mort, le jeu nous indique que la structure regorge d'énergie. On peut désormais trouver une plaque chargée d'énergie orangée. Si un joueur marche dessus, elle se désactive et transfère l'énergie à travers le conduit vers une autre pièce. Ok, j'ai été vite parce que je n'ai pas enregistré ma découverte lors de la course. Je trouve qu'il est donc bien plus difficile de vous donner un bon ressenti de la difficulté. Il faut comprendre une chose, c'est que comprendre et tester prend du temps. Tout ce que je viens de vous raconter jusqu'à présent, on ne l'a pas compris du premier coup. On a dû adapter notre équipement et façon de jouer. Par exemple, jouer au fusil à pompe contre des snipers n'est clairement pas une très bonne idée. J'ai aussi omis de vous parler de l'entièreté de nos théories durant l'étape. Pour ce genre de choses, je préfère montrer que de bêtement faire une liste descriptive. Revenons désormais à l'étape. En faisant joujou avec la plaque, on a découvert que l'on pouvait faire un ping-pong avec le courant. Conséquence, des résonances pyramidales apparaissent à proximité. On peut déposer ces dernières dans le totem en tirant dessus et en appuyant sur la plaque. Après 2 totems activés, un coffre central permettant de remonter le timer, en déposant des résonances, apparaît dans la salle centrale.
La mécanique est comprise. Il est donc l'heure de mettre en place un plan pour parvenir à une bonne exécution. Nous nous diviserons en deux groupes, prêts à affronter héroïquement chaque ennemi dans toutes les salles. Ensemble, nous éliminerons ces menaces avec une détermination inébranlable. Une fois les ennemis neutralisés, notre vaillant camarade The Death attirera l'attention du tourmenteur, créant ainsi une ouverture pour l'éliminer. Ensuite, nous nous lancerons dans une session de ping-pong stratégique avec les plaques, récupérant les résonances pyramidales et activant les totems. Le point de rendez-vous sera le coffre central, où nous déposerons nos résonances collectées pour augmenter notre timer. Je dois avouer que je suis vraiment fier de la performance de mon équipe. On a très vite compris la mécanique et adapté notre plan de jeu en fonction. On a un peu de retard par rapport à l'équipe en tête, mais on est très bon dans le classement général. Fall upon Ammonite. Accept stillness. As Reese, as Fundament, as so many before you were allowed to do. We are not bound by logic. We define its shape. We offer salvation from this futile struggle. La salle est décomposée en 4 parties. La droite, la gauche, le milieu, et enfin l'arène centrale où se situe le boss. On retrouve aussi nos bons vieux amis les plaques à totem. Très généralement, les boss de raid sont totalement immunisés aux dégâts directs pendant une grande partie de la rencontre. Pour pouvoir leur infliger des dégâts, les joueurs doivent accomplir une série de tâches ou de mécanismes spécifiques qui déclenchent ce qu'on appelle une phase de DPS, annulant ainsi l'immunité du boss pendant plusieurs secondes. Petite reconstitution du vocal de mon équipe. Ça va être simple. Basset Burger. Allez l'équipe de feu. Je suis italien. TG. Pour faire simple, la stratégie est dans la continuité de la première étape, avec quelques ajouts pour complexifier la chose, comme par exemple un nouveau type de résonance. On a très rapidement compris que déposer des résonances au hasard dans le totem n'était pas une bonne solution. La question est donc, comment déterminer quelle résonance est acceptée par le totem ? Pour le coup, ce n'est pas si complexe, car il y a littéralement une indication dans le chat du jeu. Le boss choisit 3 joueurs et les invite dans l'arène. Il suffit de tirer dans son crâne brillant. Conséquence, des boules de corruption apparaissent, et une fois détruites, elles affaiblissent le casque du boss, permettant ainsi aux combattants de le briser. Cela confère ainsi un buff de vision aux appelés, qui peuvent désormais percevoir les résonances qu'acceptent les totems. Cette surcouche de complexification, on l'a comprise avec à peine quelques essais. C'est donc la première barrière qui tombe. J'ai nommé la compréhension. Il ne reste plus que l'exécution, qui n'est clairement pas une chose simple. Pour se rendre compte de la difficulté de la chose, j'ai besoin de vous expliquer comment le système de réanimation fonctionne. Chaque joueur possède un jeton. Quand il réanime quelqu'un, il le perd et ne peut donc plus réanimer personne. De plus, quand une personne meurt, un timer se déclenche et à la fin de ce dernier, tout le monde meurt. Une seule façon de le stopper, tout le monde doit être en vie. Pour faire simple, on a donc au maximum 6 réanimations. C'est plutôt pas mal, mais en fait, pas tant que ça. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les mobs font mal, très mal. Et en plus, il faut jouer avec un boss au corps à corps qui a un fusil à pompe. Comment survivre alors ? Il faut prendre son temps pour bien éliminer chaque ennemi tout en restant à l'abri. Problème, l'étape comporte elle aussi un timer très serré. Jouer safe n'est donc pas une option viable, mais mourir est aussi très pénalisant car les différents joueurs sont éloignés sur la carte et sont eux aussi très occupés. Il leur faut donc faire un aller-retour, ce qui est une grosse perte de temps. Il faut donc bien doser le risque. Autre contrainte, l'économie de munitions. Destiny 2 décompose son gameplay ainsi. Une arme primaire, une secondaire et une lourde. Chacune ont leurs avantages et inconvénients. Les armes primaires ont une quantité infinie de munitions mais de faibles dégâts, tandis que les secondaires ont moins de munitions mais de meilleurs dégâts. Bon, je pense que vous avez compris le principe. En tout cas, il faut utiliser ces munitions avec parcimonie. Enfin, dernière difficulté, la concentration sur la durée. Ici, le joueur a oublié de recharger son arme. Cela cause sa mort à un moment où le timer est critique. En tout, il faut 3 phases de DPS pour vaincre le boss, donc environ une dizaine de minutes. 10 minutes où tous les joueurs doivent être parfaitement concentrés, communiquer entre eux, survivre, gérer leur stock de munitions et s'adapter en cas de problème ou difficulté. Tout ce mélange fait que l'étape est ardue. Une mort au mauvais moment d'un côté, et c'est fichu. Une mauvaise com, et c'est fichu. Un binôme trop lent, et c'est fichu. L'erreur n'est quasi pas permise. Il faut jouer parfaitement. Mais heureusement qu'on est extrêmement doué, beau et fort, n'est-ce pas ? Il est 5h30 du matin. Le boss est toujours intact. Le moral est très bas. Impossible d'enchaîner plus de 2 phases de DPS sur le boss. L'étape est juste trop dure. On meurt beaucoup trop. On est trop lent. On fait trop d'erreurs. La fatigue est trop importante. Et la concentration trop difficile.
On fait donc le choix difficile de partir se reposer pendant quelques heures dans l'espoir de revenir plus fort. 10h30. On se retrouve tous ensemble et on discute des principales difficultés et stratégies pour y pallier. Tout d'abord, notre DPS n'est pas très bon et on manque cruellement de munitions. On passe donc tous à l'épée, ce qui est plutôt pratique pour un boss au corps à corps. De plus, plusieurs joueurs utilisent des bras qui se nomment Éons. Ils permettent de générer des munitions lourdes en exécutant des mini-boss. Ça tombe bien, chaque côté en comporte plusieurs. Pour simplifier la survie, on fait apparaître les résonances avant d'aller titiller le boss dans son arène. On perd certes un peu de temps à faire cela, mais au moins cela limite grandement l'apparition des ennemis. En parlant du boss, il fait beaucoup trop mal et se téléporte. Je m'occupe donc de prendre son focus grâce aux bras Stronghold. Ils me permettent de parer avec mon épée indéfiniment, en plus d'être quasiment invincible. Au cas où, Azudra joue le casque Speaker Sight qui transforme sa grenade de soin. Je vous présente Bernard, la tourelle de soin qui sera désormais notre 7ème membre d'escouade. Dans un souci d'optimisation des DPS, The Death joue l'épée Ergosum, qui booste nos dégâts d'épée de façon considérable. Premier constat, l'étape est bien plus simple. Les ajustements liés à la stratégie simplifient grandement la chose. Néanmoins, il nous faut plus d'entraînement. Après des heures d'essais-erreurs, 2 camarades qui ont dû partir, beaucoup de frustration, de la rage, du troll, le boss tombe enfin. C'est un énorme soulagement. La suite est enfin accessible, le moral remonte en flèche. Pour rester sur cette note de joie, je vous propose quelques réactions. Damage. Wait. Go. Now. There's ogres. Lock in. Let's go. Wait, there's ads. Come on. Kill this bitch. Let's go. Oh my god! Let's get it! That's how we do it! Careful. We have time. Alright. Holy. Nice. Let's go. That's cool. Oh my god. Malheureusement, au vu du temps, nous sommes clairement hors jeu comparé aux meilleures équipes, mais je tenais tout de même à vous partager au moins le début du raid avec mon expérience et ressenti. Pour la suite, je vous propose donc de remonter dans le temps et de suivre la course du point de vue des meilleures équipes. Illogical obstinance. Pain can be fleeting. It can also be eternal. You fear answers. Fear the truth you claim to seek. Look beyond this dying garden, or rot in entropy. Each child we save from the game, you again force to play. You call us winnower. We are not, but the first knife clutched in its hand. Gods forged us both, but they cannot tell the knife what shape to carve. Je n'avais pas vraiment parlé des streamers dans le détail, mais il y a une chose importante à savoir. Ils sont extrêmement concentrés, et l'esprit de compétition est très fort. Ils floutent certains éléments du stream, coupent le son et cachent le chat afin d'éviter au maximum de révéler des informations importantes aux autres équipes qui auraient donc la possibilité de les rattraper, ou pire, de leur passer devant. C'est littéralement une guerre, et chaque information est vitale. La plupart des équipes comportent au moins un scout. Leur rôle est simple, épier les streams des autres afin de récolter un maximum d'informations sur les stratégies et mécaniques des étapes. Streamer, c'est donc prendre un énorme risque. Maintenant, repassons sur l'étape. La salle est gigantesque. On retrouve encore une fois nos amis les plaqués piliers, ainsi qu'un timer. Seule différence, il y a une nouvelle résonance, les cubes. À première vue, la mécanique semble être une continuité des étapes précédentes, ce qui est plutôt une bonne chose en termes de game design. Néanmoins, cela paraît beaucoup trop simple. En fait, ce schéma est déjà survenu dans de précédents raids, dans des étapes que j'appelle évolutives. En gros, la salle évolue au cours du temps, la rendant ainsi plus complexe à naviguer et plus difficile à survivre. Et cette étape transpire cette sensation. Nous en sommes à 3h44 de run. Il ne leur faut que 4 essais. 4 petits essais pour adapter la connaissance des étapes précédentes à cette mécanique très similaire. Le processus est le suivant. Tuer les tourmenteurs en fond de map pour déverrouiller les plaques et piliers, lire les symboles sur les piliers,
faire un relais avec les plaques et activer les 3 piliers avec la bonne résonance, tout en déposant le plus de résonance possible dans le coffre pour rallonger le timer. Conséquence, la gigantesque porte en fond de salle s'ouvre. C'est bien une étape évolutive. C'est donc une mécanique très simple où la seule difficulté repose dans le fait que les joueurs vont devoir répéter ce processus dans des salles différentes et aussi dans le fait que les fils reliant les plaques s'en mêlent sur la 2e et 3e salle. Ça peut paraître anodin, mais en fait, avec la pression du timer, ça rend généralement les prises de décision beaucoup plus confuses. Vous savez quel est le point fort de la team de Saltagrepo? L'exécution. Pas de communication utile, chacun sait parfaitement ce qu'il a à faire. Ils se connaissent bien, et si un problème survient, ils sont très rapides pour s'adapter et corriger les erreurs. We're good, we're good. I have square. Kill the things. Kill the subjugators and finish. Yeah. Oh, did we finish left side? No. Just chill. Hold on. Wait, There's wait. three subjugators. Nothing is done right now. Yeah. Please, for this one, wait until all 3 are ready because I think they might Yeah. be crossing sides. So we No, don't wanna send I don't think we're crossing. I'm square and I'm on it. Just listen to Just him. wait until all Just 3 of us wait. are ready to send. Please, Sink for the love of God, just wait. sink the middle. Triangle is ready. Triangle is ready on right. Right side. Square is ready. Okay, Wait, Jiggle's ready to circle's send. not ready. Go. Okay, middle's ready. Send, Ready. send, send, Okay. I'm send. ready. 1, send. I need a square. I only have done. 36. We're done. No worries, no worries. We're all done. Turrets and done. I can't dunk, someone can. I don't have it, that's fine. I can dunk. Where's the box? Where's the box? Mid, All the mid, way mid, to the top of mid, the stairs. All the way to the top of the stairs. Watch out for the beam, watch out for the beam. on it. Beam on it. No, we got extra time. Just hold on. We got extra time. Wait for the beam. We have to kill the unstop, we have to kill the unstop, I think. Where's the unstop? No, not yet, not yet. Okay, Kill I him, got kill Everybody him. done. Everybody done. I got my dunk in. We're 3 good. minutes. 3 minutes. 3 minutes. There's another room, there's another room. Unstop. Watch out, I got popped. No, we're done. We're done. Nice. Let's go. Okay, Eagers, we Eagers. have to focus the fuck up for this play, guys. We're doing really well. Let's fucking go. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ça quand j'ai dit que cette team avait une bonne communication. Mais je vous assure qu'elle fait partie des meilleures. Et si on prend en compte que l'équipe est en tête de course, et sous pression de fin d'étape, crier n'a donc rien de vraiment anormal. Ce qui est plutôt anormal, c'est plutôt qu'en dépit de tout ça, ils arrivent à autant performer. Finalement, l'étape est pliée en une 40aine de minutes. Leur avance est colossale. La plupart des équipes sont encore bloquées sur la 2e étape. C'est étrange et déconcertant. Cette 4e étape n'est pas la dernière. On sait pour sûr que l'on doit affronter le témoin dans le raid, mais la salle n'est clairement pas appropriée pour un combat de boss, surtout pour un boss final aussi important que lui. De plus, comme je l'ai dit précédemment, d'habitude, les raids comportent 4 étapes. Le dernier nouveau raid sorti qui déroge à cette règle est les derniers vœux, et il date de 2018. Ça fait donc 6 longues années. La présence de cette étape est donc très surprenante pour les joueurs. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est la salle en elle-même. Ce lieu n'a rien à voir avec les étapes précédentes. Pas de piliers, pas de plaques, il ne respecte même pas l'ambiance qu'avait instauré le raid tout du long. L'ambiance est malsaine, oppressante, tout est d'un blanc éclatant, mais tout paraît mort, comme si cet endroit était hors du temps. Tout ceci est déroutant, inhabituel, étrange. Seul le mur du fond, avec ses ombres de symboles rappelant étrangement les résonances, conserve un semblant de familiarité. On y voit également des statues aux couleurs étranges, représentant chaque membre de l'escouade. C'est comme si cette salle attendait notre venue, ajoutant une couche supplémentaire de mystère. En fait, tout ce que vous avez devant les yeux est un puzzle. Je risque de ne rien vous apprendre en vous disant que modéliser et créer un puzzle est une tâche difficile. Néanmoins, ça l'est encore plus pour un jeu en équipe de 6, et où le puzzle n'est pas caché. L'une des forces des puzzles et énigmes dans les jeux repose sur le fait qu'ils soient dissimulés. Néanmoins, dans un raid, la découverte d'un puzzle n'est pas une chose réalisable dans une étape. L'accès à la suite est littéralement bloqué. Il est donc évident qu'il y a quelque chose à accomplir dans cette salle condamnée. Un autre aspect qui selon moi fait perdre de l'intérêt au puzzle, c'est ce que j'appelle le cerveau collectif. Trouver une solution à 6 est souvent bien plus simple que de la trouver seul, car chaque joueur peut apporter des perspectives et des idées différentes. Néanmoins, j'aimerais que vous gardiez en tête le fait que Bungie est très doué pour concevoir des puzzles. 4h32 de run. Première tentative de Saltagrepo. Yeah. It's our guardians. There's one right here. Wait, It's Salt. yeah, it's Wait, a free free them. I can free them. Yeah, no, yeah, that's what I was saying. Oh, 5 encounters? Okay, 5 encounters, 5 encounters. I'm free to... We're split. Oh, I'm alone. Wait. Oh, my screen's Who is this going one? black. I'm alone. I'm alone with
Myself, I'm with me. Salt and I'm with Vile. me. This is vile. I have myself. I have myself. I have myself. Look around your richer statues, okay? There's statues that have some weird shapes with buffs. What? But there are shadows, Offering like denied. it is camera based. You can see things with like when you're in the light, I think. I can claim a splinter. It's a triangle I can pick up. Claim a splinter? Okay. Yeah, I can. It's in the middle of. I mean, I don't know where we're. I'm picking it up. I claimed it. I have a buff called. Oh, I got teleported. Who got teleported at the start? I did. have a. Sorry, no, I got teleported I got later. sent away. I got sent alone. Then I have a hunter. I picked up this buff. I can register a splinter at these statues. It's Kairos and I think one of the other hunters. I don't know. Please don't stop. Should I just do it? Bon, je coupe ici. Par la suite, les joueurs TP ont juste essayé de dunker leurs fragments en même temps dans les statues tout en demandant aux autres si cela avait eu un effet quelconque. Néanmoins, si vous avez bien observé, vous avez pu voir que les joueurs non TP pouvaient aussi ramener des fragments et s'en servir sur les statues redisséquées. C'est ça, les puzzles de Destiny 2. À première vue, on n'y comprend rien. L'équipe est grandement séparée, ce qui veut dire que chaque personne a sa part du travail à accomplir. Il est donc primordial de savoir communiquer. En effet, il est probable qu'un joueur soit le seul à voir une certaine chose, d'où l'intérêt de bien écouter, observer et réfléchir. Est-ce que tout le monde voit les mêmes symboles sur les statues? Et d'ailleurs, ces statues, est-ce que tout le monde y voit les mêmes joueurs? Ce genre de question peut paraître anodin, mais c'est généralement dans le détail que se cachent beaucoup de choses. Et encore une fois, Bungie est très doué pour concevoir des puzzles pour 6 joueurs. Saltagrippo et son équipe ont besoin de temps pour étudier l'environnement. Mais le temps dans une course est quelque chose de très précieux. Le temps passe, l'équipe Daytides arrive elle aussi sur cette étape. Puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. L'avance qu'avait pris la team de Saltagrippo commence peu à peu à se restreindre, à se resserrer. Mais en fait, peut-être pas tant que ça. Okay. Offering denied. We got this though, like we actually figured it out. Let's fucking go. « 4 heures depuis le début de l'étape, les joueurs se rendent compte qu'ils sont face à un iceberg. Seule une toute petite partie de la complexité de l'étape est visible, le reste étant caché sous la surface. Par exemple, le témoin peut décider d'immobiliser les joueurs isolés. L'équipe non téléportée doit alors les libérer, en plaçant leur spectre dans la bonne statue, à l'entrée de la salle. La question qu'on peut donc se poser est, quelle est la bonne statue? Alors je veux pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, il faut beaucoup de communication, et ça implique aussi que tous les joueurs doivent retenir les spectres et skins de chacun des autres joueurs. C'est une galère. Quand je suis arrivé sur cette étape bien plus tard, mon équipe a créé un vieux paint avec nos skins, spectres et pseudo afin de tout mémoriser. Mais avant ça, on a dû passer par un petit moment relooking pour porter un signe bien distinctif. Tout le monde est bloqué. Aucun réel signe de progrès ou d'avancement significatif. Mis à part que les joueurs ont découvert le pouvoir de la dissection. Il permet d'échanger des symboles entre les statues afin de former de nouvelles formes. À quoi cela sert? Aucune idée. La plupart des gros streamers comme Dato, Astecross ou bien Sweet Cycle pour ne citer que sont arrivés sur l'étape. Néanmoins, les joueurs commencent à fatiguer et les streams deviennent pour certains de simples PNG tellement les joueurs ont peur de dévoiler quelques indices. Un terme commence à apparaître. Le Vault est une étape très complexe du raid dernier vœu qui a pris environ 6 heures au World First pour le résoudre. Environ 11 heures après le début de l'étape. ATP, please. Imagine Please. he comes back to the screen. Please, man, please. Oh my gosh! The Taylor Swift Guardian, holy cow! Ça y est, une équipe est enfin parvenue à venir à bout de l'étape. Le hic, c'est qu'ils ont complètement caché leur tentative. Donc, je vais vous expliquer brièvement comment ils s'y sont pris. Grâce à une permutation très précise des fragments, accompagnée d'une dissection calculée, le mur qui sépare les joueurs TP du monde réel se brise. Une fois tout le monde réuni, le témoin décide alors de figer tout le monde, mis à part un seul joueur. Il a donc à partir de ce moment-là 60 secondes pour libérer tout le monde grâce au statut.
Il faut répéter tout le processus 2 autres fois. Pour revenir sur la permutation, je ne compte pas l'expliquer dans le détail. Elle est assez complexe pour avoir pris aux meilleurs joueurs du monde une dizaine d'heures à comprendre. On est à plus de 15 heures de run, c'est juste énorme, et il faut garder à l'esprit que l'on a affaire aux meilleurs joueurs. L'étape est très difficile, elle demande beaucoup de synchronisation et de communication. Tout le monde a sa part du travail, il faut aller vite et bien faire. Mais justement, c'est ce genre de défi que les joueurs aiment. Et la satisfaction de réussite n'en est que plus grande. Petite anecdote, un développeur a révélé que l'étape était si complexe que seule une portion de l'équipe travaillant dessus la comprenait entièrement. La salle se noircit et libère l'accès à un ascenseur. You will not destroy us. You are insignificant. You do not matter. The Traveler's light wanes. Is this the chaos you so cherish? Why won't you yield? We are so close to perfection! Dans ce raid, on se sent minuscule face à l'immensité des lieux. Le boss est gigantesque, et la salle elle-même est colossale. La survie y est particulièrement difficile. Des kamikazes rôdent, prêts à exploser si vous vous approchez trop. Vous pourriez penser qu'il suffit de rester à distance, mais les pions fil obscur vous attirent inexorablement vers eux. Il faut donc éliminer ces derniers rapidement, avant que les kamikazes n'aient le temps de vous atteindre. Pendant ce temps, les mains du témoin attaquent, et des subjugateurs de stase et de fil obscur ralentissent et exposent les joueurs à de nombreux dangers. Pour couronner le tout, un timer annonce l'arrivée de la forme finale du témoin, qui est là pour absorber la lumière du voyageur et détruire le monde. Pour pallier la difficulté de la survie, les joueurs choisissent de s'équiper de mitrailleuses. Ces armes lourdes ont une excellente capacité de nettoyage, éliminant rapidement les ennemis dans la salle. Cependant, elles ont un inconvénient majeur. Elles ne sont pas adaptées pour infliger des dégâts au boss. Pourtant, sans mitrailleuse, la survie devient simplement impossible. Destiny se décompose en 3 classes de personnages distinctes. Le titan, le chasseur et l'arcaniste. Chaque classe offre un style de jeu unique et des compétences spécifiques, mais la principale différence réside dans leur super. Ce sont des capacités très puissantes qui mettent du temps à se recharger. Par exemple, le titan peut devenir un missile humain. Cependant, un super en particulier domine la scène des dégâts infligés au boss depuis un certain temps. Le pistolero de la classe des chasseurs. Combiné avec le casque rôdeur nocturne, ces dégâts sont énormes. De plus, depuis l'arrivée du DLC, un nouveau sniper a été introduit, dont la fonction est similaire à celle du pistolero, bénéficiant donc de l'énorme bonus de dégâts du casque. C'est ainsi que la plupart des joueurs décident de passer à leur chasseur avec cet équipement précis. J'aimerais maintenant que l'on revienne aux équipes qui affrontent ce boss. Elles sont composées de joueurs incroyablement talentueux. Examinons quelques-unes de ces équipes exceptionnelles. La première équipe est celle de All the Player. Elle est constituée de joueurs très talentueux, parmi lesquels Vendetta se distingue particulièrement. Il a réalisé des performances remarquables. 5e sur le Jardin du Salut, 2e sur le Dernier Vœu et 1er sur Fléau du Passé. Il cherche donc à tout prix à obtenir sa 2e ceinture. Passons maintenant à l'équipe de Rowen. C'est une équipe extrêmement solide, elle a un palmarès impressionnant. Rowen lui-même a une carrière hallucinante, avec une 3e place sur le Serment du Disciple, une 2e place sur le Caveau de Verre, et une 1re place sur Origine du Cauchemar. Il désire aussi obtenir sa 2e ceinture. L'équipe Day Tides. Chaque joueur de cette équipe a au moins réalisé un top 10 dans un raid.
et certains ont même plusieurs top 5 à leur actif. Cette constance dans la performance démontre leur incroyable niveau de compétence et de coordination. Dato est un compétiteur infatigable qui a souvent été à 2 doigts de décrocher le World First. Il a terminé 2ème sur le raid Serment du Disciple, avec un écart de seulement 3 minutes par rapport au premier. De plus, il a fini 2ème sur la Couronne du Malheur, accusant un retard de 6 minutes. Il a également réalisé une performance remarquable en terminant 3ème sur le raid Dernier Vœu, souvent considéré comme étant le plus difficile du jeu, manquant l'emblème du Day One pour à peine 2 petites minutes. Enfin, je ne la présente plus, l'équipe de Saltagrepo, forte de 4 World First à leur actif, une équipe redoutable. Le boss ne ressemble en rien aux étapes précédentes. Aucune plaque, pas de totem. Les teams commencent à accumuler une grande charge de fatigue. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les joueurs parlent peu. La pression est aussi très haute. Ils sont certainement sur la dernière étape du raid, car c'est le témoin. Aucun relâchement n'est possible. La première place se jouera sur la consistance et l'endurance. À tout moment, une équipe peut se démarquer et prendre la première place. C'est précisément le moment pour ne pas céder à la panique et garder son calme. Tu as beau être un joueur d'exception, la fatigue rend la compréhension et la communication beaucoup plus difficiles. Le cerveau marche au ralenti, tu es bien plus fébrile. Prendre des décisions devient très compliqué, la mémoire ne suit pas. Pourtant, dormir n'est pas une option. Plus d'1 an d'attente pour ce raid exceptionnel, absolument personne ne veut abandonner. Pour dire, les créateurs eux-mêmes du raid sont en train de regarder la course. I mean, yeah, that's literally all it is. Like, it's so simple. What? Say it. I don't want. Okay, so I started on Pyramid, right? Yep. So I shot the Pyramid attack hand. When I broke it, it was a circular symbol. And the one that gives you spherical, which is the circle, is the bees. So I went and got the bee buff, which gave me spherical resonance, right? So then, after I got spherical resonance, I went back into the Pyramid attack and just shot the hand. I got Glyphbreaker. You shoot the hand once and then it tells you what buff you need to actually break it. You go get that buff, and an actual attack again, and then break it again. Okay. Enfin, une piste est trouvée pour progresser. Détruire l'une des mains du témoin confère un buff permettant de détruire l'un des 6 boutons du boss. Chaque main possède une attaque spécifique. Lorsqu'un joueur reste quelques secondes dans l'une de ses attaques, il reçoit la résonance correspondante. Il peut aussi tirer sur le poignet de la main qui lance l'attaque, révélant ainsi un bracelet. En fait, ce bracelet représente le point faible de la main et arbore une résonance spécifique. Par exemple, si le bracelet affiche un carré, il faut une résonance carrée pour détruire la main. Cependant, lorsqu'une main est brisée, il y a une chance que les témoins testent l'équipe. Des nœuds de ténèbres apparaissent alors devant le témoin. Ces nœuds sont destructibles, mais quelques secondes après leur apparition, le témoin lance une attaque mortelle qui tue tout le monde. Détruire tous les nœuds n'empêche pas cette attaque, suggérant qu'il doit y avoir un motif à suivre ou une autre méthode pour contrer cette attaque. But maybe. Oh. That's being created on top of us is No, different. you're right, because he's doing the attack of the hand we destroyed. Okay. Maybe. Maybe. I Let's don't just try it. Let's just. You Okay, show- okay, wait, okay, I Stop just laser. Make I the square. just- Make the I square. broke Make the the square. laser. Make the square. Where? We should do one in the middle. 3, Everything 2, inside. 1, go. Don't worry about timing. Just leave all the outside shit alone. This work. Please. Yes. Yes. God. Oh my god. I got it, bro. Désormais, la voie est libre pour détruire les 6 boutons du boss. What the fuck? Are we pogging right now? But Watch out for the beam, watch out for the beam, beam. Put the well as far back as we can. Make sure you're stepping out of well when you pop your golden gun. Move to the right, move to the right, move to the right. Oh my. Wow, dude. It's like, It- dude. they don't even give you a second to breathe. No, No. like it needs to be instant. Oh, yeah, it shows the fucking. Oh my god. Yeah, I'm it still in shows it on the Note ground. of it. And middle, it goes left and right, left and Roll. right. It is just like roll. It telegraphs the attack. C'est une phase de DPS dynamique. Rester statique en tirant n'est pas une possibilité. Il faut esquiver et tirer, et ainsi de suite. L'optimisation est difficile. Tu esquives trop, les dégâts seront très faibles, tandis que trop tirer peut mener à la perte. Il faut donc apprendre les patterns du boss. Seul bémol, pour atteindre une phase de DPS, c'est déjà plutôt difficile et prend du temps. Tout ça pour observer quelques secondes comment le boss agit, dans l'espoir d'aller un peu plus loin la prochaine fois. Et ce, encore et encore. This
raid has officially been going on for 18 hours and 50 minutes. Last Wish was 18 hours and 49 minutes. We are officially the longest raid race in history. Yes. Destiny history in general, 1-2. C'est désormais officiel, c'est le raid le plus long de l'histoire du jeu. Après s'être plus ou moins habitués au boss, les joueurs comprennent une chose, il leur faudra 3 phases de DPS pour en venir à bout. Tuer le témoin va donc être très difficile et long. Nous venons de battre un record, mais il semble que nous pourrions aller encore plus loin. Stream? Have we really been going? Wait. What's wrong? Hold on. See another? Hold on. I'm verifying something. Okay. Yeah. You saw that? Oh. I don't know if it's real though. Yeah, well, we're gonna. It's time to. I need to go check if it's real. We do. Yeah, because it could have been off stream. Apparently, I am being told that a player named Tyrax has cleared the raid, but it could. I'm just making sure that it's real. No, he's not live. Oh yeah, yeah. No, he has it. He does have it? Yep. Yeah. We officially have a world's first. Yeah, he has the emblem. Les gagnants, c'est eux. Une escouade qui ne streamait pas. Absolument personne ne s'y attendait. Left. Back right. Back right. Let's fucking wait! Focus! Look for mechanics! Focus! Make sure it's something else. Make sure it's something else. I don't care! I just want focus! Speak behind. Stop and listen. Relax, is that off? Stop! We're not done yet, bro. Shut the fuck up. Wait for mission thing. We got bonus level from. Wait. That's first! We need chest first! We need to get chest! We need to get chest! We need to loot chest! We need to loot chest! Oh, we're good. Alright, loot chest, get up. Loot chest, they call it! We need to loot chest! Leave, that's first! Leave, that's first! Go! Get out. 18h59 de run. La seule équipe qui a réussi en moins de 24 heures. Astro, Bravo, Drakaf Shadow, Am, Jake et Tyrax. Ils sont tout bonnement monstrueux. Absolument personne ne s'y attendait. Absolument personne n'était proche de tuer le boss. La deuxième équipe à parvenir à finir le raid a mis 25 heures, soit 6 heures d'écart avec les premiers. C'est juste fou. If you goldie, step outside the well. Damage. Careful, careful wipe. Like, right. Left. Damage him. Put him in his fucking grave! Let's go! I had a feeling, man. I had a feeling. Team Dato, 36h50 avec une pause sommeil. 108ème team à finir le raid. I'll let you know when div's up so you can shoot, go. Stalls. Back right. No, it's fine, front left. Come on, kill. Nice. The fucking Team Hold Player, 25h15 d'affilée. La troisième team à finir le raid. Let's go! Shit! The 3-man final stand! Oh my god, bro! Team Saltagrepo, 27h10 d'affilée. Ils arrivent en 7ème position. Nice! Let's fucking go, boys. Fucking go! Yes! I tossed. Team Aegis, 36h07. Elle termine 88ème. I will tell you when! Go! Now! Nuke him. Oh my god!
Aztecross, 33h28 d'affilée, 42e position. Right. Back right. Front left. Nice. Let's go. That's clutch, boys. I thought I threw. Team Glad, 38h41 avec pause, 171e. De mon côté, mon équipe et moi sommes parvenus jusqu'au témoin durant les 48 premières heures. Malheureusement, nous ne sommes pas parvenus à vaincre le boss. Je suis tout de même très fier de mon parcours. Le team building, l'immense satisfaction d'avoir terminé la première étape parmi les premiers, les fous rires incontrôlables à 4h du matin, se creuser la tête et tester toutes sortes de stratagèmes pour survivre durant la deuxième étape, surmonter la frustration, avoir l'illumination de la mécanique de la 4ème étape pendant une bonne nuit de sommeil, et enfin, le stress de fin de compétition, où l'on n'a littéralement qu'une poignée d'heures pour comprendre et tuer le dernier boss. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu une équipe aussi extraordinaire. À chaque étape, je me disais que l'on ne pourrait pas aller plus loin, et pourtant, on le faisait. C'est honnêtement la meilleure expérience, tout jeu confondu, que j'ai pu vivre. L'avenir de Destiny 2 est à ce jour très incertain. Néanmoins, j'espère que le studio continuera à proposer ce genre d'expérience. Et qui sait, peut-être que la prochaine fois, vous serez de la partie.